Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Karima Lashgar. Karima est devenue avocate au barreau de Paris en 2018 après une première vie professionnelle dans le lobbying. Elle exerce en qualité de counsel dans l'équipe de droit bancaire et financier chez CMS Francis Lefebvre. Vous entendrez, outre le rhume que j'avais alors, le plaisir que j'ai pris à interviewer Karima et j'espère que nos rires seront communicatifs. Merci à maître Estelle Legrand, une fidèle auditrice de Fleurs d'avocat, de m'avoir parlé de Karima. Comme d'habitude, je ne saurais trop vous demander de laisser un avis et des étoiles sur iTunes ou l'application que vous utilisez, car cela m'aide beaucoup, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Karima Lashgar. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Merci de m'avoir sollicité à participer à l'émission. Karima, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Donc, comme je viens de vous le dire, voilà, je m'appelle Karima Lashgar, j'ai 40 ans. Je suis la maman d'un petit garçon, Amaury, qui a 7 ans. Et je suis en cabinet d'avocat depuis avril 2017. Et j'ai prêté serment en mai 2018. Et je suis spécialisée depuis un peu plus d'une quinzaine d'années en régulation des activités économiques des acteurs du secteur bancaire et financier. Et un peu plus récemment, je me suis spécialisée en régulation de la transformation digitale avec une forte appétence pour décrypter les enjeux autour du développement des usages de la blockchain, de l'intelligence artificielle, des cryptoactifs. Et dans ce cadre, j'accompagne les acteurs dans leurs besoins de compréhension des aspects juridiques de cette transformation digitale, mais pas uniquement des aspects stratégiques. Donc, en effet, je fais partie de ces profils qui ont décidé de devenir avocate sur le tard. Pour moi, ça a été le fruit d'une lente maturation, mais en même temps, c'était une évidence dès le début. Très tôt dans mon parcours universitaire, je savais que j'allais devenir avocate. Justement, votre parcours universitaire, vous avez fait des études de droit ou... Alors oui, la vocation pour l'avocature, elle remonte d'aussi loin que je m'en souvienne, elle remonte au débat du dimanche matin avec mon père, les joutes oratoires. J'étais hyper excitée de ces discussions qui n'en finissaient pas. Et c'est ce qui m'a conduit à cette évidence. Mais dans le même temps, voilà, je savais que j'avais, avant de rejoindre cette profession, que j'avais des choses à faire auparavant et que je devais les faire pour gérer au mieux ma pratique du droit et contribuer à mon niveau à faire évoluer une profession pour laquelle je me suis posé beaucoup de questions en fait dès le début. Alors, du coup, on va revenir à la fois sur ces choses à faire et à la fois ces questions que vous vous posiez dès le début sur cette profession. On va peut-être commencer par les questions que vous vous posiez. En fait, les questions que je me posais, c'est dès le début dans le parcours universitaire. Je me suis, pendant les 3 premières années de droit, puisque j'ai fait immédiatement du droit, je savais qu'il fallait que je fasse du droit pour devenir avocate, je me suis un peu ennuyée. Je trouvais que les enseignements universitaires n'étaient pas assez didactiques, n'étaient pas assez interactifs, et j'en ai eu la confirmation quand, lors d'un 3e cycle, j'étais faire des études de politique publique européenne à Londres. C'est une approche complètement différente de l'enseignement. Et surtout, du haut de mes 23 ans, je trouvais que la manière d'appréhender le droit était beaucoup trop dans une interprétation littéraire et littérale. En même temps, je cherchais la pratique, le droit qui allait me passionner. Donc, ce qui explique que j'ai fait un parcours classique de licence. J'ai compris que j'étais plutôt une privatiste dans l'âme, même si récemment j'ai découvert le droit public et je trouve que c'est une matière qui est fascinante. J'ai fait du droit des affaires, une maîtrise de droit des affaires. À un moment, je me suis posé la question de savoir si je ne veux pas devenir fiscaliste. Mais comme il n'y avait pas la passion, et bien plutôt que de faire un DEA de commerce international, j'avais été acceptée, je crois que c'était à Descartes. Et contre l'avis paternel, j'ai refait une maîtrise. Et j'ai décidé de faire une maîtrise en droit international et européen parce que, en licence, j'avais eu une initiation finalement au droit de l'Union. Et il y avait cet aspect de l'histoire de la construction qui m'avait intéressée. Et c'est au cours de cette maîtrise de droit international européen que j'ai eu un coup de foudre pour le droit de l'Union qui s'est transformé en amour durable. Et en fait, c'est ma base de travail.
Ça a été ma base de travail durant ces 15 dernières années et ça le sera, je pense, jusqu'à la fin de mon parcours professionnel. Et c'est suite à ce coup de foudre que vous êtes allée à Londres? Pas du tout. Non. En fait, ce coup de foudre, peut-être pour vous expliquer avant pourquoi le droit à l'union et pourquoi pas une autre matière. En fait, j'ai compris en maîtrise que la raison pour laquelle je me passionnais pour ce pan du droit, c'est que c'est un droit qui est éminemment politique, qui est même géopolitique, qui est économique et quoi qu'en disent certains, qui a quand même une certaine dimension sociale, même si, quand on fait la critique de l'histoire de la construction européenne, le pan social est souvent avancé comme un des pans qui a le moins progressé. Et la deuxième raison, c'est que je suis profondément optimiste. J'ai toujours été et je le serai toujours, y compris maintenant, surtout maintenant en ces temps troublés, avec la montée des populismes, des nationalismes. Moi, je crois à une forme de paix, de cohésion au travers de cette construction du droit de l'Union. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le même temps, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat. Et autant dans le cadre du cursus universitaire que dans le cadre des stages d'avocat, j'étais frustrée dans cet apprentissage du droit de l'Union, dans cet approfondissement, parce que je me souviens très bien, j'ai des anecdotes où j'interrogeais les intervenants, praticiens, universitaires, sur mais quel est le rationale finalement de cette disposition, pourquoi ça a été adopté de cette façon, pourquoi c'est formulé comme ça. Et j'avais peu ou pas de réponses. Et aujourd'hui, c'est facile d'apporter des réponses parce que depuis la fin des années 2000, l'appareil institutionnel européen a mis en place ce qu'on appelle la politique de better regulation, un peu à l'image de ce qui se fait aux États-Unis avec Legislative History. Donc, on n'a pas une seule proposition de directive et de règlement qui ne soit pas accompagnée d'une étude d'impact qui justifie sur le plan économique les impacts en matière sociale également, le coût d'une initiative, les avantages entendus, ça c'est désormais disponible. À l'époque, ça ne l'était pas et ça me frustrait. Et je me suis dit, ok, si tu veux comprendre le droit de l'Union, c'est qu'il ne faut peut-être pas aller en cabinet, puisque tu n'as pas les réponses que tu souhaites, et c'est peut-être qu'il faut remonter plus en amont, et donc aller là où se construit le droit de l'Union. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au lobbying. J'ai commencé à lire beaucoup de choses sur le lobbying européen, la manière dont interagissent finalement le Parlement européen, le Conseil, avec les différents représentants de la société civile. Et je me suis dit, le cursus universitaire classique en droit ne me suffit pas, donc j'ai décidé de faire un master en politique publique européenne d'abord, que j'ai fait à Londres. Et c'est là où j'ai découvert une approche complètement différente de l'enseignement, avec très peu de cours, 5 ou 6 heures de cours, et énormément de travail personnel, énormément de réflexion personnelle. Et donc j'ai pris un énorme plaisir. Je suis partie à Bruxelles dans le cadre de ce cursus pour rencontrer des eurodéputés, pour rencontrer des représentants de la Commission européenne. Et j'ai su qu'avant de devenir avocate, j'allais d'abord devenir lobbyiste. Donc en fait, ces tergiversations autour de la profession d'avocat, vos doutes, c'était plus lié à si ça répondait vraiment à ce que vous aviez envie de faire intellectuellement parlant, parce qu'en réalité, vous aviez cette insatisfaction par rapport à l'origine, la naissance même de la norme. Absolument. Et je dirais même aussi de manière peut-être un peu vaniteuse, orgueilleuse, j'avais aussi envie de participer à cette construction du droit de l'Union. Dans une logique qui n'était pas purement interprétative. Donc j'ai fait ce master. J'ai ensuite continué un DESS de droit européen en me disant peut-être viendra un moment où tu auras envie, puisque outre mes stages en cabinet d'avocat, j'avais fait aussi un passage au ministère des Finances dans la direction, le bureau qui s'occupe des concentrations. Et donc à l'époque, je m'interrogeais aussi sur le droit de la concurrence, le droit de l'Union, mais dans le secteur de la concurrence. Donc j'ai fait ce master en politique publique européenne, j'ai fait ce DESS de droit européen et ensuite je suis partie à Bruxelles. Et j'ai intégré un cabinet en affaires européennes, qui est un cabinet français qui est assez connu, qui s'appelle Euralia. J'y suis restée presque 4 années et autant que j'ai choisi le droit de l'Union, j'ai aussi choisi dans ma pratique du lobbying le secteur d'activité que j'allais représenter. Et j'ai choisi le secteur bancaire et financier pour des raisons également très, très arrêtées, puisque pendant mes études de droit, j'avais travaillé en banque aussi. Je trouvais que voilà, c'était un secteur qui était très complexe à représenter, à défendre,
parce qu'en France, on a un rapport à l'argent et donc aux acteurs qui gèrent de l'argent, qui est ancré, qui est relativement complexe. Il y avait cette dimension-là, mais il y a aussi le fait que je considérais, et je le considère toujours, de mon point de vue, le secteur bancaire et financier, c'est un secteur qui permet à l'ascenseur social de fonctionner. Je suis un exemple de cet ascenseur social, en particulier en lobbying, puisqu'il y avait très peu de représentants issus, j'utilise un terme diversité, mais diversité homme-femme, diversité en termes d'origine, voilà, moi je suis d'origine marocaine, mes 2 parents sont nés à Casablanca. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de défendre ce secteur d'activité. À Euralia, Comment est-ce qu'il a fonctionné pour vous, justement, l'ascenseur social en lien avec le secteur bancaire, comme vous disiez ? Eh ben, c'est vrai que, en termes d'anecdote, je me souviens que j'ai intégré ce cabinet avec un patron que je respecte infiniment. Il me viendra d'ailleurs là-dessus, c'est des supérieurs hiérarchiques. Pour moi, ce sont des personnes que je choisis. Déjà, à l'époque, j'avais 25 ans, moi j'ai toujours choisi mes patrons. Plus que de m'ont choisi. Et qui me disait, je suis ravie de vous accueillir dans l'équipe. Moi, j'ai toute confiance en vous, mais je ne sais pas ce que nos clients, qui étaient eux-mêmes des représentants, donc qui étaient le tissu associatif représentant le secteur bancaire et financier français, vont appréhender la chose. Ils sont plutôt des hommes blancs d'un certain âge, catholiques. Je suis sûre que ça va le faire. Moi, j'ai confiance en vous. Donc voilà, j'ai quand même eu ce genre d'anecdotes. J'en ai eu quelques-unes après, mais pour moi, ça s'est traduit comme ça, de pouvoir pratiquer le lobbying, faire de ma passion mon travail. Ensuite, chez Euralia, c'est pas perçu comme ça. J'étais une consultante, mais par exemple, j'ai fait le tour ensuite de mes clients, en fait, qui étaient des associations. Donc j'ai intégré l'association française des sociétés financières. J'ai fait un court passage. J'ai été pour une seule et unique raison, c'était d'assurer entre guillemets la campagne de lobbying pendant les négociations sur une directive sur le crédit à la consommation, avec des enjeux très structurants pour la profession, pour l'ensemble des établissements de crédit spécialisés. Et donc, on a fait passer des amendements qui défendaient les intérêts, respectaient un certain équilibre. Donc là, ça répondait à votre envie d'agir en fait sur la création de la norme et Absolument. de sentir un impact sur le processus législatif. Tout à fait. Et donc, j'y suis restée 1 an, c'est-à-dire le temps des négociations, le temps de faire passer les amendements. Et j'ai intégré une association, qui est l'Association française des professionnels des titres, en tant que déléguée générale. Et j'ai été désignée à 30 ans. Donc j'étais non seulement la plus jeune représentante d'une association du secteur bancaire et financier français, mais aussi j'étais une femme, et il y en avait très peu à l'époque. Donc quand je vous parle d'ascenseur social, c'est à ce niveau-là. C'était un gros pari pour le président de cette association. Mais en fait, pardon, j'interromps, mais vous avez dit le secteur bancaire m'intéressait parce que je le voyais aussi comme un porteur d'ascension sociale. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler pour ce secteur-là. Et vous avez donc postulé pour ce premier cabinet de lobbying avec une personne qui vous a fait confiance, tout en vous affichant une potentielle réticence, enfin pas de sa part, mais qu'il anticipait de la part de ses clients. Et ensuite, ça vous a permis de rencontrer des personnes et d'aller vers d'autres postes et donc de faire jouer cet ascenseur social. Mais comment ça se fait que vous aviez cette sensation, cette opinion, cette vision du secteur bancaire et financier comme étant un porteur d'ascension sociale? Parce que j'ai travaillé en banque. D'accord. Je voyais bien que c'était. Vous l'aviez vu en banque. Je l'avais observé en établissement. Je l'observe toujours. Et donc j'en étais convaincue. Et donc du coup, pour moi, c'était une évidence que ça se reflète également à ce niveau-là. Lobbying et dans les rencontres. Super. Oui, ouais. Donc j'y suis restée 7 années. Dans cette association. Cette association, c'est vraiment ma famille, ça le restera toujours. Là aussi, c'est vraiment une histoire de choix complètement conscient. Si j'ai passé autant de temps là-bas, c'est parce que c'était un des secteurs d'activité dans les métiers bancaires et financiers qui avait un rapport à l'image qui était assez compliqué, et en même temps il y avait énormément d'enjeux. C'était en 2007, donc juste avant la crise, juste avant Lehman, juste avant Madoff, et ces métiers-là étaient
déconsidérés avant la crise sont les métiers, ce qu'on appelle les métiers du post-marché. Donc là, je vous parle en jargon. Mais en gros, ce sont tous les acteurs qui interviennent autour de la protection des avoirs des clients, autour des infrastructures de marché. C'est tout ce qui est l'infrastructure, la tuyautique. Donc il y a un côté très utility. Donc on n'est pas du tout dans les aspects de trading, de front ou même de banque de détail. Et j'avais envie de participer à la valorisation de ces métiers, puisque on a une industrie très forte, une industrie française très puissante. Sur ce pan d'activité, ils sont très bien classés au niveau mondial. Les 3 premières banques sont dans le top 10 des métiers de la conservation et de la protection des avoirs. Et j'avais, à l'effet de la crise, j'avais envie de participer à la valorisation de ces métiers, de dire voilà la manière dont ces acteurs travaillent en France, c'est une manière sécurisée qui peut inspirer des normes au niveau européen et à l'international. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Puisque en moins de 10 ans, on a eu au niveau européen pas moins d'une dizaine de textes qui sont venus complètement harmoniser sur le modèle français, souvent d'ailleurs, donc un modèle que j'avais plaisir à défendre, sur le modèle français, des exigences et standards minimums. Pourquoi est-ce que vous aviez du plaisir à défendre le modèle français en particulier ? Parce que j'y croyais. Je voyais bien, puisque j'ai beaucoup étudié le cas Madoff, justement avec des avocats. On étudiait dans des groupes de réflexion tout ce qui se passait à Luxembourg versus ce qui se passait en France. Et surtout, travailler à l'AFTI, ça m'a permis de découvrir les fondamentaux. L'AFTI ? L'association française des professionnels des titres. Et ça m'a permis de découvrir ce qu'était notre droit du titre. Et qui est un droit, finalement, qui privilégie l'intérêt de l'investisseur, l'intérêt de l'épargnant. Donc, une logique très, très protectrice, plus axée sur les droits de cet investisseur que sur les intérêts de la banque. Donc, ça correspondait finalement à une certaine vision éthique que j'avais de ce que devaient être ces métiers. C'est pour ça que j'avais plaisir à les représenter. Et donc, à l'issue de ce parcours, à la toute fin, mon président me laisse savoir qu'il va faire valoir ses droits à la retraite, puisqu'on avait accompagné tout l'effort de représentation, de défense des intérêts dans le cadre de ce flot de textes législatifs, le tsunami, le fameux tsunami réglementaire dont tous les acteurs de la banque parlent. On avait accompagné l'essentiel, on avait fait valoir... Et on avait obtenu beaucoup de choses pour le bien collectif, enfin l'intérêt à la fois des investisseurs et des acteurs français. Et donc, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire après son départ. Et donc, il y avait toujours cette logique de quand est-ce que tu en viens à la profession, à l'avocature. Donc, c'était resté dans un petit coin de votre tête. Oui. Vous ne l'aviez pas du tout classé en vous disant, ça a été une idée, et puis en fait là le lobbying ça me plaît, je travaille sur des choses qui m'intéressent, j'ai un impact. Non, ça continue à tourner. Ça continuait à tourner à mesure que je gagnais en expertise sur la régulation, que j'échangeais de plus en plus avec des avocats, des praticiens associés en régulatory, et que je me disais ça a du sens parce que moi en plus je participe à l'élaboration du droit, donc il y avait une interaction qui était intéressante entre les avocats que je faisais travailler pour l'association ou avec lesquels j'échangeais dans le cadre de sujets de place, et la manière dont je pratiquais moi la régulation finalement en rédigeant des amendements, mais aussi en aidant les acteurs à mettre en place toute cette réglementation. Parce que ce qui me plaisait vraiment, au-delà de l'aspect lobbying, c'est l'aspect opérationnel. C'est de découvrir comment un texte peut impacter un setup juridique, un setup opérationnel peut faire évoluer des pans entiers d'activités, des business models, créer des relocalisations, des délocalisations. Voilà. Tout ça, c'était fascinant pour moi, et c'est comme ça que L'aspect macro. Micro et macro. Micro et macro. Et c'est pour ça que le droit de l'Union et le droit européen du secteur bancaire et financier, c'est comme ça que je l'appelle, me plaît infiniment, parce qu'on a toutes ces dimensions-là qui viennent s'articuler. Et donc à ce moment-là, vous vous demandez si c'est pas le moment de rejoindre la profession ? Oui, parce que je me voyais pas plus continuer en association. Ça faisait 7 ans à l'AFTI, plus 1 an à l'ASF, et je pensais que j'avais fait le tour.
Et de manière générale, je pensais que j'avais fait le tour du lobbying, enfin dans la version dans laquelle je le pratiquais, puisque j'en fais encore un peu d'advocacy, dans le cadre des dossiers des clients que j'accompagne. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de devenir avocate, mais il va falloir retourner à la fac, puisque j'avais fait tout mon cursus, mais je n'avais pas passé l'IEJ. Donc voilà, je décide d'intégrer l'IEJ de ma chère Université Paris Distantère. Vous n'aviez pas de passerelle possible depuis le lobbying? Je voulais pas. Ah, en fait, j'avais été voir. J'ai été voir mon associé, que je connais depuis une dizaine d'années. On représentait des intérêts opposés. Et j'admirais beaucoup ses positions, la finesse de ses positions. Et j'ai été le voir en lui disant, écoute, je réfléchis à devenir avocate, à intégrer un cabinet d'avocat. Mais j'ai plutôt envie, plutôt que de prétendre à une équivalence, j'ai envie de réintégrer l'IEJ, de faire l'UFB. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que je serais plus crédible comme ça? Et il m'a dit définitivement oui. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'aurais fait même... s'il m'avait conseillé plutôt de faire jouer l'équivalence, parce que je sentais, comme je vous ai dit précédemment, je m'étais ennuyée les 3 premières années. Globalement, j'avais pas, à part le droit de l'union, je sentais que j'avais manqué quelque chose. Parce que pour moi, c'était un enseignement qui n'était pas assez pratique. Moi, je travaillais avec mes parents depuis l'âge que j'ai 14-15 ans, et voilà, c'était pas assez pratique. Donc, j'ai fait ce choix. J'ai intégré l'UEJ et j'ai passé des moments d'intense bonheur. Ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir à la fac. Je ne sais pas à quel point vous dire que c'était un vrai bonheur de recommencer à étudier. Donc les cours de droit européen, de droit des obligues, la note de synthèse, etc. Et donc j'ai passé l'IEJ. J'ai fait partie des gens qui ont obtenu les résultats pour pouvoir intégrer l'UFB. J'ai intégré l'UFB de Paris. Et ce bonheur, c'était de retourner sur les bancs de l'école, de retourner sur quelque chose de plus... D'avoir le plaisir de réaborder des thématiques avec mon expérience, avec mon recul professionnel, de professionnel. C'était ça qui était extrêmement intéressant et plaisant. Et donc vous intégrez donc l'EFB? J'intègre l'EFB, heureusement en cours du soir, puisque pendant tout ce temps, il n'était pas question pour moi d'arrêter de travailler. Donc je cumulais à la fois mes fonctions de déléguée générale à l'AFTI, donc dans cette association, et les cours du soir à la fac, puis à l'EFB. Et donc vient le temps du stage PPI. Le stage PPI, je le fais dans ma structure, puisque ma structure avait encore besoin de moi, qu'il fallait que je Donc c'était l'association? L'AFTI. Toujours l'AFTI. Voilà, parce qu'il fallait que je gère la suite, que je participe au recrutement de mon successeur, une successeuse, qui était avocate, pour le coup, elle. Ouais. Et donc je passe le PPI, et vient la période du stage final. Et donc le stage final, c'était très clair pour moi, parce qu'il y a très peu d'équipes régulatory services financiers sur la place. Je savais exactement que je voulais faire mon stage final chez CMS Francis Lefebvre, dans l'équipe de Jérôme Sutour, que j'avais eu en face de moi sur des intérêts opposés. Et donc c'est lui qui vous avait conseillé effectivement de faire l'IEJ et de refaire le cursus normal, de ne pas prendre l'option de l'équivalence. Oui. Et je le remercie de m'avoir conseillé ça. D'autres me l'ont conseillé, mais voilà, ça m'a permis d'avoir cette bulle. Et comment, donc vous vouliez travailler pour eux, donc vous l'avez contacté lui et tout de suite ça a matché, il n'y a pas eu de... Tout de suite ça a matché, j'étais un peu cette stagiaire particulière qui avait cette adresse mail de stagiaire et qui faisait des négociations avec l'AMF et la CPR, évidemment avec des gens que je connaissais, donc ça passait tout de suite. Les clients étaient formidables, ils ne se sont jamais posé de questions quand mon associé me laissait en négo présenter un sujet avec eux. Ils ne se sont jamais posé de questions de voir Karima Lashgar, 0,65 stagiaire. Et donc, c'était une très jolie période. Mais ensuite, pour des raisons personnelles, et parce que je voulais travailler à Londres, je suis partie à Londres. Et c'était avant le Brexit. Et finalement, donc, je travaillais pour une société de gestion. J'étais en mission pour eux. Où je faisais leur veille réglementaire, je les conseillais dans la mise en œuvre d'un texte particulier qui les impactait particulièrement ainsi que leurs clients.
Et puis, je commence à approcher un certain nombre de cabinets d'avocats. À Londres ? À Londres. Et je vois des établissements crédits, dont le premier qui a annoncé qu'il allait se rapatrier ses activités en France. Et je vois que ça commence à coincer. Qu'est-ce qui coinçait ? Et ben, dans les discussions, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ce qui coinçait, c'était le contexte économique et politique. Oui. Donc, eh bien, je prends la décision en me disant, il va y avoir Brexit. En tout cas, il va y avoir un phénomène qui fait que pendant au moins 2 ans, ça va être compliqué d'être intégré à un poste, à un niveau sur lequel je prétendais pouvoir évoluer. Donc, je décide de rentrer en France. Je décide de rentrer en France parce que je recontacte Jérôme Sutour et CMS Francis Lefebvre et qu'on en arrive très très vite à la conclusion qu'on va travailler ensemble et qu'on va pas travailler ensemble pour faire du regulatory classique, mais qu'on va travailler ensemble pour mettre en place une nouvelle offre en matière d'accompagnement des clients, et qui est ce qu'on a appelé avec Jérôme Sutour, ce qu'on appelle l'intelligence réglementaire. Donc c'est plus que de la veille réglementaire, c'est plus que du conseil juridique. C'est en gros se positionner sur ce que font les Big Four aujourd'hui. Et on en est arrivé à cette réflexion, à cette conclusion, parce que on s'est dit, voilà, avec l'arrivée des LegTech, des RegTech. Je suis pas sûre de comprendre la LegTech, RegTech. Je suis pas sûre de comprendre. Ce sont des offre. startups du droit qui utilisent, pas toutes, mais qui certaines utilisent des outils, des algorithmes, bientôt des intelligences artificielles. Pour D'accord, donc c'est la famille des Legal Tech. Voilà, moi, je rajoute un A, L. Ouais. Maintenant, je comprends le langage. Absolument. Tout ce qui est, je dirais, travaux classiques de base, recherche juridique, réponse à des questions basiques sur un texte, par exemple, retrouver une disposition qui dirait oui, non, vous pouvez réaliser telle activité à telle condition. Tout ça, demain, c'est plus ou moins terminé. Ce ne seront plus des avocats qui le feront. Ouais. C'est déjà de moins en moins des avocats. Il y avait beaucoup de cabinets de conseil, advisory, qui faisaient ça. Et donc, nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a envie de développer, nous, pour notre activité ? Et une chose géniale que l'AFTI m'avait permis d'observer, c'est que justement, moi, j'ai fait travailler des Big Four, j'ai fait travailler des cabinets de conseil de plus petite taille, pour accompagner dans cette mise en œuvre. Donc j'ai vu évoluer des structures comme Boston Consulting Group, qui vous expliquent à 10, 15, 20 ans comment vos activités vont évoluer et pourquoi vous devez changer votre business model à tel moment et vers quelle direction. Et encore une fois, dans cette logique que j'ai d'aborder le macro, le micro et de faire interagir ma pratique du droit avec des éléments tangibles, pragmatique et d'en mieux mesurer l'impact et la pertinence, parce que moi pour mesurer la pertinence, le niveau de pertinence de mes conseils juridiques, j'ai besoin d'accompagner ces évolutions. Eh bien, on en est venu à la conclusion qu'on a développé une offre concurrente de ces Big Four. Donc en avril 2017, je rejoins le cabinet, on travaille d'arrache-pied sur un site internet, sur des livrables aussi papier, sur une expertise stratégique. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec Jérôme Sutour, c'est que je savais qu'il était capable de ça. Parce que pour moi, tous les avocats ne sont pas capables d'avoir cette approche d'anticipation et d'innovation. Absolument. Et même de challenger un business model. De rupture. Voilà, puisque dans le cadre des nouvelles activités qu'on a développées sur la transformation digitale et en particulier sur la blockchain et les cryptoactifs, on travaille sur des opérations qui s'appellent les Initial Coin Offerings, qui sont des offres publiques de jetons, qui servent normalement à financer un business model. Et dans ce cadre-là, on challenge le business model en disant est-ce que vous avez vraiment besoin de faire ça en émettant ces cryptoactifs ? Est-ce que vous avez même besoin de la blockchain ? Et donc je savais qu'il était capable. Là, vous êtes en train de challenger le business model de vos clients. Des clients qu'on accompagne. Des clients que vous accompagnez.
À un moment, j'ai pensé que vous parliez de votre business model en tant qu'avocat consultant. Eh bien, aussi. Mais voilà. Absolument. C'est aussi notre business model qui est challengé. Et d'ailleurs, je sais que la structure que j'ai intégrée, elle réfléchit plus largement à son positionnement aussi. Avec des réflexions sur des nouveaux outils qui font appel là aussi à des algorithmes, à l'intelligence artificielle, pourquoi pas demain d'ailleurs à la blockchain, pour innover, pour être au plus près des besoins des acteurs qui eux aussi sont confrontés à ce mouvement inéluctable de la digitalisation de leurs activités et donc qui évidemment en matière de conseil juridique vont aussi avoir besoin d'une offre digitalisée, mais je dirais digitalisée de manière intelligente. Il ne s'agit pas juste de passer d'un support écrit ou oral à un support électronique. Oui, juste pour dire on change pour changer, quoi. Ouais. Et vous, je sais qu'il y a des auditeurs de Fleur d'Avocat qui apprécient particulièrement ces réflexions sur le changement de business model des avocats. Comment est-ce qu'ils facturent, comment est-ce qu'ils se rémunèrent par rapport à l'activité de votre client. Sur ce nouvel outil que vous avez développé et que vous êtes en train de continuer à développer, est-ce que vous êtes encore sur de la facturation à l'heure ou est-ce que vous avez changé de... Ah non, mais nous, alors en fait, on a tout type de facturation. On est sur cet outil-là, on est sur la facturation forfait. On est sur un pan qui est standardisé et puis on a, je dirais, une partie de l'offre qui est complètement individualisée, personnalisée parce qu'encore une fois, ce qu'on se dit, c'est nous, il faut qu'on remonte la chaîne de valeur. Conseil, ouais. C'est la plus-value, c'est le conseil qui est effectivement capable de parler, non pas à un directeur juridique, puisque nous, on s'adresse à des patrons de business line. Et donc, en fait, ce que vous avez développé, c'est vraiment un outil. Vous vendez un outil. On vend, alors, entre autres. C'est un package. C'est vendu dans un package. L'outil, je dirais, c'est ce qui aide au quotidien les collaborateurs de la structure client, hein, de l'établissement bancaire et financier, de la société de gestion, l'entreprise d'investissement. C'est ce qui aide les gens à être informés parce qu'ils sont noyés dans un flux d'informations avec plein de mailings. Donc la promesse du site, c'est un one point contact. En fait, via le site, vous avez accès à tout le stock réglementaire, vous avez accès aux veilles hebdomadaires, et donc vous n'avez pas besoin de multiplier, puisque en matière bancaire et financière, l'architecture institutionnelle est telle. Vous avez cette fameuse procédure de comitologie qu'il faut aller sur le site de la Commission européenne, il faut aller sur le site de l'Autorité européenne des marchés financiers pour avoir le niveau 2 de la réglementation, et puis il y a le niveau 3 aussi. Donc l'idée, c'était de tout centrer sur un de répondre à ce problème où maintenant, le problème, c'est pas d'avoir l'information, c'est d'avoir la bonne information, de l'avoir rapidement et d'avoir une information qui est très fiable. En un clic. D'accord. Puisque on a une multiplicité de sources d'informations. Et nous, quand on a pensé l'outil, on s'est demandé nous-mêmes en tant que juristes, parce que nous aussi, ça nous ennuie d'aller pour trouver un texte, le niveau 1 à tel endroit, le niveau 2 à tel endroit, le niveau 3 à tel endroit. Donc en fait, vous êtes un peu dans de la legal tech vous-même, quoi. Oui, absolument. Et puis, il y a le relationnel qui est hyper important pour nous. C'est déterminant. Pour moi, un des enjeux de cette transformation digitale de notre métier d'avocat, c'est de ne pas perdre le relationnel avec le client. Parce que vous êtes de moins en moins aux prises avec ses préoccupations. Donc, vous avez rejoint CMS Francis Lefebvre, ce que je comprends, pour cette aventure, ce projet que vous aviez. Vous saviez que cet associé chez CMS... et ses associés. Que ses associés en avaient... c'était un projet aussi pour eux, qu'ils en avaient l'envergure, et donc vous partagez ce projet que vous vouliez mettre en œuvre. Comment se passe ce début avec la robe, finalement? Cette entrée sous le titre d'avocat, parce que... Sous le titre d'avocat. En fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi la structure, l'associé, etc. C'est que on se connaissait très bien, on savait ce qu'il allait être challenging pour moi dans la pratique du métier, et de revêtir la robe et plus la casquette de lobbyiste finalement. Et alors, qu'est-ce qui allait être challenging pour vous? Alors, je pense qu'elle allait être challenging pour moi, c'était quand même de repasser à une culture de l'écrit, dans une certaine mesure, une rigueur quand même un peu plus importante que quand on défend un amendement où voilà, on va avoir de l'attention à bien le rédiger,
Est-ce que ça corresponde à une réalité juridique avec un bon rationnel, mais ça va se limiter à ça. Et on va pas faire une démonstration tranchante de la problématique, surtout que, en fait, une des particularités de l'équipe que j'ai rejoint, c'est d'être appelé. On a une clientèle qui est très bien identifiée, qui fait appel à nous sur des problèmes très pointus, sur lesquels il y a très peu de doctrine en règle générale, ou sur des schémas innovants, un petit peu agressifs, un petit peu exotiques. Donc, mon associé est connu sur la place là-dessus, et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai rejoint. Donc, ça suppose une rigueur supplémentaire. Donc vraiment sur la technicité du métier. Ouais. Voilà, parce que c'est pas comme si on vous demandait de raisonner sur une question classique de monopole bancaire. Là, on est sur des schémas beaucoup plus complexes, et c'est là où la rigueur se doit d'être plus importante, en fait. Donc, il y a eu ce petit travail d'ajustement, de curseur. Et la déontologie, je dois dire, ça me pose pas de soucis, ça m'a pas posé de soucis, parce que, en fait... une des raisons pour laquelle j'ai toujours su que j'allais devenir avocate, et même en étant lobbyiste, presque je l'appliquais déjà, cette déontologie, c'est bien elle, parce que j'ai l'aspiration de pratiquer le droit avec mes valeurs éthiques qui viennent se confondre avec la déontologie, la confraternité, le dévouement, la loyauté. Et donc ça m'a posé vraiment aucune problématique, y compris sur les notions de conflit d'intérêts. Et en fait, au contraire... je me suis sentie beaucoup mieux avec cette déontologie. Ouais. Donc je dirais que c'était les deux éléments, et pour le reste, ma foi, c'est naturel. Et est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez senti, en termes de technicité, vous avez dit plus d'écrit, plus de rigueur, une rigueur plus tranchante dans l'analyse, mais en termes de culture? Alors, en termes de culture, c'est vrai que j'ai beaucoup observé les avocats, et je les ai vus évoluer. Il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Hippolyte Taine, qui a écrit un petit livre qui s'appelle La philosophie des chats, et qui dit j'ai beaucoup observé les chats, les hommes et les chats, la philosophie des chats est infiniment supérieure, quelque chose comme ça. Donc là, vous commencez en disant j'ai beaucoup observé les avocats. Je suis désolée, mais ça me fait penser à ça. Bon, je suis désolée. Il y a quelque chose quand même qui relève de ça. Non, mais en fait, encore une fois, hein, moi, s'il y a un message que j'ai envie de faire passer aux auditeurs qui auront envie de nous écouter dans cet épisode, et c'est que tout est une question de choix. J'aurais pas pu rejoindre une structure où la culture, la manière d'être, de penser, de vivre, l'avocature ne correspondait pas à la manière dont j'avais moi envie de l'incarner. Donc là aussi, ça s'est plutôt bien passé, parce que CMS Francis Lefebvre, c'est un ADN d'avocats plutôt droit dans leurs bottes, très pointus, experts, humbles et professionnels. Et comme ça me va très bien. Donc là aussi, il n'y a pas eu de et puis vous connaissiez l'associé, vous connaissiez l'équipe que vous rejoigniez. Absolument. Donc vous saviez que vous étiez en ligne, au-delà de la structure, que vous étiez en ligne avec l'équipe et les personnes que vous rejoignez. Tout à fait. Et ça a toujours été le cas. Moi, j'ai toujours choisi des gens, et en l'occurrence des supérieurs hiérarchiques, autant pour ce qu'ils pouvaient m'apporter que pourquoi je les rejoignais, hein, donc ce que je pouvais leur apporter. Et j'ai toujours vu la relation comme un binôme. J'ai toujours vu mes supérieurs comme des coéquipiers. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que comment est-ce que vous disiez j'ai toujours eu conscience de la valeur que j'apportais, et du fait que du coup c'était un binôme, on travaille ensemble. Ouais. D'où est-ce que vous la sortez, cette conscience de la valeur que vous apportiez, que vous apportez encore, hein, mais déjà jeune en fait, dans vos premières expériences, c'est ce que je comprends. Oui, dans la toute première, si on prend l'exemple d'Auralia, ce que j'étais consciente d'apporter, c'est évidemment pas une connaissance des techniques de lobbying, des techniques de négociation, mais en tout cas une capacité à engager, donc en fait plutôt des qualités sociales, personnelles, je dirais, qu'une connaissance de tel ou tel eurodéputé, de tel texte. Donc au tout début chez Auralia, ce que je savais, c'est que
comme j'avais travaillé très tôt, j'avais quand même, j'avais pas de crainte à prendre un téléphone. Voilà, j'étais jeune consultante, mais je voyais d'autres consultants qui étaient terrorisés d'appeler un chef d'unité à la Commission européenne pour dire, écoutez, on a un souci sur tel aspect de ce texte, est-ce qu'on peut organiser une réunion Donc vous étiez contente de ces qualités humaines que vous aviez, de ne pas avoir froid aux yeux, d'avoir un relationnel assez franc du collier, d'être à l'aise dans le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de vous adresser à elles, de leur faire des demandes claires. Et ça, vous en étiez consciente et donc vous saviez que vous veniez avec ça, quoi. Je savais que je venais avec ça et je savais que j'allais apprendre là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que ça s'est toujours bien passé. Je savais où étaient mes marges de progression. Et de toute façon, pour moi, je pars du principe qu'il y en a partout des marges de progression, y compris sur ce qu'on prétend qu'on sait bien faire. Mais oui, j'y allais avec cette assurance de savoir que si on m'avait choisi, retenu, c'est parce qu'on avait identifié des choses qui correspondaient aux besoins du poste. Et en même temps, j'avais cette prétention de dire, mais moi, qu'est-ce que vous m'apportez aussi concrètement ? Ouais. Et ça a toujours été formalisé de manière très claire. Et au contraire, on n'a jamais tenu rigueur. Je crois même au contraire que ça a été parfois un élément déterminant pour privilégier plutôt mon profil, mon CV qu'un autre. Vous sortez de la masse dans ces conditions. En disant, en fait, je vous apporte quelque chose et par rapport à toute une mer de personnes qui se disent juste, il faut qu'on me recrute ou il faut que je sois pris. Enfin, il y a un changement de dynamique, en fait, un changement de rapport dans la relation. Il y a un changement de rapport et en même temps, je m'adresse évidemment à des entités, des structures, des hommes, des femmes plutôt des hommes, femmes et des hommes, pour lesquels j'ai identifié, et je dirais, cette logique, cette cohérence. Vous avez fait quasi une présélection. Mais ouais, présélection. Moi, il m'est arrivé, je tairai le nom du cabinet, en l'occurrence, c'est un très gros cabinet de la place, de me retrouver dans une structure, en stage, là, c'était en l'occurrence un stage. Je connaissais pas la structure, mais je m'étais dit, voilà, c'est un joli nom. C'est pour faire du droit à la concurrence, ça va être génial. Je suis restée 2 jours. Je leur ai dit non, je ne vais pas continuer avec vous. Parce que ça ne correspondait pas. Qu'est-ce qui ne correspondait pas, justement ? La culture, la manière de faire, la manière d'être, la manière d'agir ne me correspondait pas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez dit, en fait, non, ça j'étais bien parce que je me disais, je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'une personne qui, elle, va se plaire dans la structure. Donc non, je vais bien trouver une structure qui... Vous n'avez pas eu peur de ne pas retrouver, par exemple ? Non. J'ai jamais eu peur de ne pas trouver, j'ai jamais eu peur d'être remerciée, non. Et vous avez évoqué cette importance dans ce que vous ont apporté vos supérieurs hiérarchiques. Et vous avez commencé par donc votre boss chez Euralia. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler de lui, mais de manière plus globale, de votre rapport à ça, aux supérieurs hiérarchiques Oui, alors moi, la manière dont je conçois ce relationnel qui est très particulier, il faut que j'ai un profond respect pour la personne. Donc, il faut qu'elle m'inspire dans ses valeurs humaines. Il faut qu'elle m'inspire respect. Ça, c'est la première chose. Et ça, ça s'identifie très vite. Quand vous voyez une personne, la manière dont elle se comporte avec une secrétaire, avec un client, avec un collaborateur, avec un stagiaire, c'est très facile d'identifier si vous considérez que les valeurs humaines qu'elle incarne vous plaisent ou non. Donc il y a ce premier aspect. Ensuite, il y a l'aspect un petit peu du mentorat. Oui, pour moi, mes supérieurs sont mes mentors, tout comme j'estime leur apporter aussi des choses. Et alors, par exemple, concrètement Alors pour Bruno Dupont, donc le président d'Euralia, c'était marquant. C'est-à-dire que une fois qu'il m'avait dit, je vous fais confiance, mais j'avais toute l'attitude pour parler à n'importe quel patron de banque. Il n'était pas là, il me faisait confiance. Il avait décidé de me faire confiance. Il était simplement là, tout va bien, Karima. Et s'il y avait un souci, puisqu'il y en a eu, il était là pour dire non, mais c'est moi le président, c'est ma responsabilité. Donc, évidemment, après, on s'expliquait, la prochaine fois, faites attention, etc. Mais voilà, donc ça a été avec lui, ça a été ça. Ça a été vraiment... confiance et droit à l'erreur. Confiance, droit à l'erreur, une approche assez paternaliste aussi.
Qu'est-ce que vous voulez dire par paternaliste ? Attentif au bien-être de ses collaborateurs. Voilà, avec est-ce que tout va bien, vos parents vont bien. Enfin voilà, très soucieux finalement d'un équilibre personnel. Donc moi je l'ai ressenti comme paternaliste parce que c'était aussi la figure qui m'incarnait ça à l'époque. Et je dirais aussi ensuite Jean-Claude Nas, qui était le délégué général de la première association que j'ai rejoint, qui lui était dans une toute autre logique, vraiment c'était la volonté d'enseigner, de transmettre le savoir, qui là aussi je respectais beaucoup. Il y avait énormément d'attention accordée, donc je me souviens de Mel qui ne allait pas du tout. On a dû recommencer 3 fois l'exercice. Parce que c'était quelqu'un d'extrêmement fin, rigoureux. Il fallait aller dans l'objectif, il fallait atteindre cet objectif. C'était presque micro près. J'exagère un petit peu, mais il était très très rigoureux. On parlait quand même de messages qui étaient envoyés à des grands responsables à la Commission européenne, des commissaires, des choses comme ça. Donc on faisait attention. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et respecté. Et puis là aussi... Est-ce qu'il vous a formé justement parce il m'a pris le temps. Il a pris le temps de transmettre son savoir. Pas que la rigueur, mais aussi ses connaissances du secteur d'activité dans lequel on évoluait tous les deux. Ouais, c'est ça, cette transmission du savoir, je crois que c'est quelque chose que je trouvais très prégnant chez lui et qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, il y a eu Marcel Ronsin qui est probablement celui qui m'a appris le plus de choses que je respecte le plus, parce que lui, il me l'a appris en me poussant en fait dans la piscine. En disant, écoutez, c'est très bien, vous avez 30 ans, vous êtes directeur général d'une association, mais il n'y a aucun souci. Et de toute façon, je suis là, mais allez-y, faites vos brassées, je vous observe de loin. Et ce que j'appréciais, ce que je respectais, c'est que il avait une capacité de fédérer sur des sujets extrêmement complexes, sur des sujets où il y a des enjeux concurrentiels importants. Il avait cette capacité de fédérer et d'élever donc la collectivité. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai profondément respecté, que j'ai essayé d'apprendre de lui. Donc je me suis attachée, puisque je crois que c'était l'exercice le plus compliqué quand j'étais déléguée générale de cette association. C'était pas tant de faire passer telle ou telle position, c'était d'expliquer à mes membres que cette position n'allait jamais passer pour telle ou telle raison. Et c'était aussi de les faire s'entendre sur une position commune, avec des intérêts concurrentiels qui pouvaient pas être forcément avoués, mais qui étaient bien là. Et j'entends que ces 3 mentors que vous avez cités sont des hommes. Oui. Est-ce que vous avez du coup quel rapport à ça, au fait que est-ce que vous avez eu des femmes en fait aussi Alors oui, j'ai eu des femmes modèles. Des femmes modèles, mais qui n'ont pas été mes responsables hiérarchiques directs, mais qui ont été des guides. Et donc je pense notamment à une femme qui est CEO d'une infrastructure de marché, qui est Brigitte Dorel, que je trouve absolument brillantissime, que j'admire au plus haut point. On déjeune régulièrement ensemble et qui m'a donné beaucoup de conseils, puisque en fait j'ai toujours évolué dans un secteur où il y avait peu de femmes. Et à l'AFSI, je vous disais, c'est le secteur du passe-marché, il y a très très peu de femmes et encore moins des femmes CEO à son niveau. Donc c'est un modèle, une source d'inspiration. Une autre femme qui travaille chez BNP Paribas Security Services, qui est Florence Fontan, qui elle aussi m'a énormément inspirée, brillantissime, très charismatique, très pointue dans ses positions, très politique. Donc c'est une femme que j'admire beaucoup. Et par rapport, je reviens un petit peu sur cet ascenseur social. Donc là, on a dit peu de mentors hommes directs, mais en tout cas quand même des femmes pour vous inspirer. Et qu'en est-il par rapport à l'aspect diversité, à l'aspect du fait que vous êtes marocaine? Est-ce que vous avez aussi d'origine marocaine, pardon. Est-ce que vous avez eu autour de vous aussi des modèles de diversité
à des hauts postes en fait, à des postes à haute responsabilité et encore plus dans ce secteur très des affaires quoi. Il m'en vient pas à l'esprit. Moi, mon grand modèle, c'est Christine Lagarde. C'est un modèle. Mais et ça vous a pas, enfin à aucun moment ça vous a manqué? Peut-être de manière inconsciente, peut-être oui, mais en réalité non, je crois pas en fait, parce que moi ce que je regarde c'est véritablement les qualités humaines et l'expertise, la maîtrise d'un sujet. Et je me pose pas la question du reste en fait. Ouais. Je me pose, et comme vous parlez d'hommes, mais c'est vrai que je me suis même pas posé la question homme-femme. Après, et c'est vrai que le sujet de la représentation, l'égalité, les égalités, sont des vrais sujets. Mais moi, la manière dont j'ai décidé de l'appréhender, puisque j'ai dit qu'il y avait une anecdote au début. Il m'arrivait aussi une fois quand je faisais du lobbying au tout début d'entendre des propos déplacés, clairement déplacés. Mais la logique que j'ai décidé et la philosophie que j'ai décidé de suivre en la matière, c'est de me dire il faut pas forcément être en revendication de choses, d'égalité en fait. Il faut pas verbaliser, il faut le faire. Il faut le faire en fait, il faut être dans l'action. Et notamment, il faut pas attendre des autres. Ouais, voilà. Faut pas attendre des autres qu'on donne droit à vos demandes. Il faut réaliser ce que vous avez à faire. C'est une philosophie qui est à la fois une philosophie, je dirais, de ce que j'appelle de résilience, parce que moi, j'ai grandi en HLM, j'ai été au lycée, au collège, en ZUP, et je me suis entendue dire, j'ai fait un bac technologique, et je me suis entendue dire, non mais Karima, c'est pas pour vous les études longues, les études universitaires, faites un BTS. J'ai pas posé la question à ce professeur, j'ai jamais été revoir après ensuite, avec mon diplôme de DESS ou de master. Vous voyez, j'ai fait des longues études, et j'ai fait des études universitaires en droit. Donc non, je me suis contentée de faire, tout simplement, et de ne pas être dans la revendication verbale, mais d'être plutôt dans l'action. Et puis en plus, je dirais que on ne sait jamais, en fait, cette perception qu'on a, peut-être que c'est pas avéré. Et les biais sont absolument partout, multiples, et en soi-même. Les biais sont partout, et quand bien même ce serait vrai, ben, vous portez sur vous les problématiques de l'autre. C'est l'autre qui a un problème de perception, de rapport à l'égalité, c'est pas vous. Donc voilà, c'est le parti pris que j'ai décidé de suivre, et ça me va très bien. Du coup, je me pose pas ou peu de questions, voire pas du tout, et j'avance comme ça dans le parcours professionnel. Et alors, vous avancez, aujourd'hui vous êtes chez Francis Lefebvre, vous êtes counsel. Ouais. Comment est-ce que vous avancez, justement? Au-delà de ce projet dont on a parlé, sur ce que vous y faites exactement, comment est-ce que vous vous projetez et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour la profession, pour vous-même, vos challenges à ce niveau-là? Alors moi, j'ai d'abord pour ma structure, j'ai très envie de continuer à la faire connaître, que c'est un beau cabinet qui doit pas être seulement réputé pour sa grande expertise, mais aussi pour sa capacité à faire de l'analyse de prospective, à déterminer des objectifs à partir de là, à se positionner à 10-15 ans, et à savoir aussi renouveler son positionnement, sa façon, son approche du droit, de la pratique du droit. J'aimerais aussi, mais pour l'instant j'avoue que ça fait peu de temps que je suis dans la profession, c'est vrai que ça me plairait aussi pas mal de participer à des instances de réflexion pour la profession, parce que je le fais énormément pour mes clients. Je suis membre de plusieurs groupes de travail de place. Oui, il y a vraiment cette passion de la réflexion. Ouais, oui. Et parce que c'est plus qu'une passion, en fait. Pour moi, c'est une hygiène de vie professionnelle. Parce qu'encore une fois, c'est toujours le souci de se dire, est-ce que ce que je dis, ce que je pense est pertinent? Est-ce que ça correspond à une tendance lourde ou à une tendance qui émerge? C'est toujours cette volonté
de positionner ce que je dis dans un mapping, entre guillemets, un peu plus large. Et donc oui, ce que j'aimerais bien, c'est intégrer des instances de réflexion par et pour la profession. Et je pense qu'il y aurait intérêt à ce que aussi ces instances de réflexion accueillent des profils un peu de l'extérieur, un peu plus d'essaimages. Je pense que l'essaimage, par rapport au défi de la profession, de cette transformation digitale, elle est importante. Et elle est d'autant plus importante que la loi Macron maintenant permet de créer des structures de cabinets d'avocats en forme SAS avec des divisions conseils, avec des profils qui ne sont pas forcément avocats, mais qui vont pouvoir aider les avocats à avoir un discours, une argumentation juridique qui s'intègre parfaitement dans les autres aspects. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous ressemble vraiment, parce que vous êtes vraiment un produit de cet essaimage. Avant de devenir avocate, vous êtes allé voir ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, vous êtes avocate, mais en réalité, vous développez à la fois une activité en vraiment de conseil juridique pointu, mais aussi finalement un outil de legal tech. Donc ça vous ressemble bien d'avoir envie de cueillir ça plus dans les instances de réflexion. Enfin, ça c'est ma perception. Oui, absolument. je rejoins votre lecture. Oui, parce que je suis restée encore sur ces fameuses assises de la justice du XXIe siècle. Je crois que ça remonte à 2015 ou 2016, sous le mandat de Madame Taubira. Et j'en ai retiré que, même la justice du XXIe siècle, elle allait être plus une justice de médiation, d'expertise pointue, avec une spécialisation des juridictions, avec de moins en moins de contentieux, plus de règlements extrajudiciaires des litiges, et en même temps tous ces outils technologiques qui viennent s'ajouter au panorama. Et vous y préparez activement. Voilà, j'essaye, du moins. Pour terminer cet entretien, j'ai mes 3 petites questions habituelles. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une de vos sources d'inspiration actuelles ? Alors, ce sont des philosophes actuellement. Et ma grande source d'inspiration, c'est Jean-Baptiste Vico. Voilà, qui est un philosophe... qui a beaucoup écrit sur la théorie du législateur, la manière dont on conçoit le droit, la justice, la loi. Et c'est empreint justement de ces valeurs de générosité, d'humanité, de pudeur qui font de nos sociétés des sociétés où il fait bon vivre. Donc voilà, je lis aussi pas mal des lectures un peu plus classiques, Platon, Socrate, mais voilà, c'est très philosophie. Oui, en ce moment, c'est peut-être justement parce que cette société évolue, elle change de manière assez significative et que je ressens ce besoin de me replonger dans des lectures philosophiques qui permettent d'avoir du recul et de comprendre ce qui est en train de se passer. Quelle est votre dernière joie ? Eh bien, votre arrivée, le partage de ces croissants dans le chocolat. Merci, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Des chemisiers en soie. C'est un bon choix. Merci beaucoup, Karima, pour cette entretien. Merci, Lila Louise.